Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce premier Breton de Paris de l'année 2018 avec Hubert Coudurier, le directeur de l'information du groupe Le Télégramme. Nous sommes... Bonjour Stéphane. Bonjour Hubert, bonne année. Et bonne année à Anne-Claire Coudray qui nous fait le plaisir de nous accueillir Tour TF1 dans son bureau. Merci à vous Anne-Claire. Meilleurs vœux pour cette année. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Je suis très flattée d'être la première Bretonne de l'année. Et évidemment, je souhaite une très belle année, beaucoup de bonheur à tous les Bretons qui vont nous regarder. Et les téléspectateurs de TBO, TB Sud et de TVR pour cette émission. Pour savoir un peu comment cet aspect de cette Bretagne, vous la transportez ici à Paris et puis même au-delà de l'Hexagone. Première question, le premier souvenir de Paris, c'était quand? À quel âge? Alors, j'étais toute petite. On était venus avec mes parents, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et je me souviens de deux choses principalement. Je me souviens du métro, parce qu'évidemment, c'était une attraction pour nous. Et je me souviens du pub Renault sur les Champs-Élysées, parce qu'à l'époque, on mangeait des glaces avec des cotillons à l'intérieur. Et puis, les Champs-Élysées, c'est magique quand vous êtes petite. Donc voilà, c'est les deux premiers souvenirs que j'ai de Paris. Voilà, Paris, première et plus belle ville au monde. Hubert Coudurier, le biodata d'Anne-Claire Coudray. Biodata, on dirait un cardio-encéphalogramme. Voilà. Non, Anne-Claire, vous êtes jeune, vous avez 40 ans, vous êtes née à Rennes, vous avez fait vos études à Saint-François-Xavier à Vannes, puis vous avez fait une hypocagne et une cagne, c'est ça? C'est le bon ordre, hein, à Nantes. Puis vous êtes revenu à Rennes pour faire une licence d'histoire et licence maîtrise d'histoire et licence de lettres. Voilà, un double cursus. En cumul. À l'université de Rennes 2. À Rennes 2, l'université la plus, je dirais, la plus à gauche, à Rennes. Dynamique. Hein, voilà. Et puis ensuite, vous vous êtes destiné au journalisme et donc vous avez fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Hein, référence. Dont Hervé Bourges fut la plus ancienne de France. Longtemps le président. Ça, c'était dans les années, au début 2000, tout début 2000. Vous avez, j'ai oublié de dire que vous aviez déjà collaboré un peu à Radio Campus à Rennes. Exactement. À l'université. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes parti à Lille. Vous avez travaillé pour une petite agence de presse, puis pour le bureau de TF1. Vous avez fait des reportages pour Arte Info. Vous avez fait des magazines pour France 3. Oui. Et vous avez démarré finalement au bureau de Lille de TF1. Puis vous êtes revenu en 2004 à Paris. Là, vous avez commencé finalement à LCI. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Voilà. L'avantage de cette maison, c'est qu'on peut s'essayer. Voilà. On pouvait à l'époque s'essayer à plusieurs exercices, et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à la présentation, alors que j'étais moi programmée pour le reportage au départ. Voilà. Alors j'ai lu que vous aviez fait des reportages au JO de Pékin en 2008. Vous aviez couvert la présidentielle aux États-Unis en 2008. Les deux présidentielles. C'était qui d'ailleurs les présidents? Barack Obama, je crois. Un certain Barack Obama. Yes, we can. Ouais, c'était passionnant d'ailleurs. Et puis en fait, et puis finalement, en 2015, vous reprenez la présentation des journaux sur TF1, des journaux du week-end, et vous succédez à Claire Chazal. C'était difficile de succéder à quelqu'un qui tenait le poste depuis plus d'une vingtaine d'années? Beaucoup de pression, mais finalement, elle m'a tellement facilité les choses que non, ça a été difficile d'un point de vue d'adaptation, parce que c'est un fauteuil tellement prestigieux. Je pense que je réalise à peine 3 ans après combien j'ai eu de la chance de tomber au bon moment, d'être la bonne personne. Alors écoutez, dimanche dernier, puisqu'on va prendre les derniers chiffres, 7,9 millions en moyenne, avec évidemment la fin du journal qui dépasse les 8 millions. Il y avait, évidemment, c'était la rentrée des vacances de Noël, mais il y avait une grosse actualité, mais c'est ça le dimanche soir, c'est un gros journal. Je crois un peu des larmes, Anne-Claire, en apprenant un peu cette nouvelle charge, des larmes de joie En fait, je ne sais pas s'il y a eu des larmes, mais en tout cas, j'en ai eu quand j'ai entendu le message de Claire Chazal. J'étais chez moi, j'étais en congé maternité pour tout vous dire. Bonne camarade. J'ai écouté son message d'adieu où elle a eu un mot tellement gentil, bienveillant pour moi que là, je peux vous dire que oui, j'ai eu des larmes qui me sont montées aux yeux. Déjà parce que je me suis mise à sa place et puis parce que j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle assure elle-même la transmission du flambeau et je crois que ça m'a considérablement facilité les choses par rapport aux téléspectateurs qui n'ont vu que de la continuité. Finalement, moi, j'étais sa joker. Et le fait que voilà, qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous, qu'il y ait un grand respect, je pense qu'elle savait que j'avais, voilà, qu'elle allait pouvoir, que j'allais
assurer cet héritage-là. Enfin, on avait travaillé ensemble, moi en tant que rédactrice et elle en tant que présentatrice. Donc voilà, je pense qu'elle m'a rendu un grand service ce soir-là. C'est le Graal, le 20h, pour un journaliste. Bah, il y en a tellement peu des places comme ça que moi j'envisageais absolument pas, quand j'ai en tout cas commencé mes études de journalisme, de le faire un jour. Déjà, on n'était pas du tout dans la perspective de la présentation. Moi, j'étais là pour être reporter, je voulais faire du terrain, voilà, voyager dans le monde entier. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai eu envie de m'essayer à un autre exercice, et c'est vrai que c'est un autre plaisir, déjà d'avoir une vision globale du journal, parce que quand on est sur le terrain, on est vraiment dans notre sujet, mais là, vous avez une vision globale de l'actualité, et puis vous avez cette chance de pouvoir choisir la façon dont vous allez raconter les choses aux gens. Comment ça fonctionne? C'est une mécanique assez lourde, finalement, le 20h de TF1 avec qui vous travaillez. Vous avez un rédacteur en chef avec qui vous établissez un sommaire. Voilà, exactement. Comment se déroule matin, votre journée? Alors nous, on a la particularité le week-end d'avoir 2 journaux, donc on s'arrête jamais. C'est-à-dire que le matin, on arrive, on discute autour d'un petit déjeuner, parce que c'est quand même le week-end, c'est pas forcément facile de passer tous les week-ends à travailler. Donc on essaie de faire convivial avec toutes les bonnes volontés de la rédaction qui sont là. Et puis voilà, on discute de l'actualité, de ce qu'on a entendu, des angles, comment on peut faire avancer l'actualité, quel portrait on peut faire, quelle bonne histoire on a entendue. Il y a l'actualité évidemment forte du jour qui s'impose. Après, on se met d'accord sur l'ordre du journal. Et puis après, bah, voilà, on écrit, on lit, on s'adapte jusqu'à la dernière seconde, j'ai envie de dire. Parce que même pendant le journal, on réécrit des choses, on s'adapte à ce qui se passe. Donc voilà, tout est très millimétré. Vous n'avez pas de problème avec l'impro, comme on dit. Un de vos grands anciens PPDA avait une maîtrise du direct qui était assez exceptionnelle, même quand le plateau, et c'est arrivé, a été envahi. Oui, alors... Est-ce que vous maîtrisez ça? Moi, j'ai jamais été confrontée à ce genre de problème. Après, le journal télévisé, il est assez particulier. Quand vous partez sur une émission de 4 heures, émission spéciale, vous êtes totalement dans l'improvisation, etc. Et par contre, le journal est tellement contraint. Si vous voulez pas sacrifier 1 ou 2 sujets, il vaut mieux pas vous étendre. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye d'écrire au plus près, quand même, de façon la plus précise mes lancements, pour précisément ne pas prendre trop de place. C'est une équipe, c'est une responsabilité aussi de porter le travail de l'ensemble d'une rédaction. Le fait aussi d'avoir été reporter, de connaître aussi les situations, ça ne se passe pas forcément comme on peut l'espérer à certains moments. Comprendre ce mécanisme, c'est un atout lorsque l'on est présentatrice. Mais moi, je suis arrivée à la présentation assez tard, donc je pense que j'avais effectivement plein de choses à rattraper. Par contre, j'avais un avantage, effectivement, c'est que je connais par cœur ce que les reporters vivent sur le terrain, quelles sont leurs contraintes, combien c'est difficile de ne pas dormir, dans quelles conditions ils ont sans doute envoyé leur sujet au dernier moment. Vous visionnez les reportages ? Ah ben, je les vois, oui. Alors, c'est d'autant plus facile de les lancer que vous les avez vus. C'est-à-dire que vous sentez effectivement sur quoi vous devez insister pour que les gens soient mieux préparés à ce qu'ils vont voir, à l'angle qui a été choisi, à ce petit plus qu'on peut apporter par rapport à un autre sujet qu'on aura fait la semaine d'avant sur le même sujet. Donc oui, je les regarde. Et puis, il y a certains sujets que je ne peux pas regarder parce qu'ils arrivent trop tard. Mais c'est vrai que je pense que ça me rend plus sensible à certaines choses que quelqu'un qui n'aurait pas fait de terrain. Il y a une sensibilité également dans le journal que l'on a envie de présenter aussi aux téléspectateurs, une ligne un peu directrice d'Anne-Claire Coudray avec peut-être des thématiques, des sujets qui pour vous sont importants, essentiels, qui vont un peu aiguiser la curiosité. Comment vous mixez le 13h de Pernod qui est d'essence un peu rurale, en tout cas c'est comme ça, et le 20h qui est très différent. Mais en fait, les choses se font assez naturellement. Et d'ailleurs, on a des rubriques qui marquent les différentes éditions, qui sont aussi le 13h. On est plus dans la découverte, plus dans les sujets régionaux, effectivement, parce que les gens qui regardent le 13h ont envie de connaître l'actualité et de connaître les ambiances différentes des régions. Dans le 20h, on est plus national, plus international. Même si on fait beaucoup d'international au 13h quand l'actualité l'exige, mais je crois que les choses se font assez naturellement et c'est là où c'est passionnant d'avoir les deux finalement, parce que au niveau de notre équipe, on a toute la palette possible de sujets, de tonalités, etc. Et ça vous permet de moins vous ennuyer, déjà à titre personnel, et puis d'avoir une impression de richesse dans ce qu'on propose aux téléspectateurs. Expliquez un peu aux téléspectateurs comment une interview présidentielle se prépare en amont et comment elle se vit
le jour J? Alors, on prépare énormément, on écrit toutes les questions en commun parce qu'on ne sait jamais qui va la poser. En fait, c'était une sur trois. C'est-à-dire que la règle, c'est que moi je commence et puis ensuite Gilles enchaîne, David enchaîne, etc. Et puis on balaye, on chapitre forcément l'interview en fonction de l'actualité du jour. Effectivement, on était dans une séquence où il y avait eu ces petites phrases, ces petits mots malheureux, des choses qui avaient choqué dans l'opinion publique. Donc on se devait de commencer par le style de présidence. Après, on passait au gros morceau qui était l'économie. Il y avait les ordonnances qui venaient d'être signées. On attend évidemment beaucoup sur le chômage de ce président. Et puis après, il y avait la partie internationale avec la diplomatie, l'Europe, l'écologie, etc. Et puis on écrit une quarantaine de questions. On sait qu'on ne va pas en poser la moitié. Je crois qu'on a réussi à en poser une vingtaine. Et après, le jour J, on s'adapte à ce qui se passe. On s'adapte effectivement à quelqu'un qui est président de la République, qui n'est pas un interviewé comme les autres. On est en plus 3 face à lui, on est dans son bureau. Il a une fonction qu'on ne doit pas écorner. On ne s'adresse pas à un président de la République comme à quelqu'un d'autre. Et voilà, tout ça fait que vous sentez ou pas quand il faut y aller, quand il faut insister, quand il faut y revenir. Mais je crois que Parce qu'on dit globalement, souvent que les journalistes français sont plus déférents que les anglo-saxons. J'ai pas Il eu n'y a pas l'impression. toujours de relance quand le président a décrété quelque chose. Vous n'avez pas ce sentiment, vous? J'ai pas le sentiment qu'on n'ait pas posé les questions très clairement. Et puis en plus, parfois, il n'a pas été d'accord avec ce qu'on lui disait. Non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Vous essayez aussi d'aller sur la politique étrangère. TF1 est une chaîne populaire, mais ce n'est pas un domaine que vous excluez, d'autant qu'il a pris une certaine dimension. Pas du tout. Dans la politique présidentielle. Ce soir-là, c'est vrai que c'était à la fin de l'interview et qu'on était davantage, mais par rapport à l'actualité, sur les questions économiques. Mais j'espère que j'aurai d'autres occasions de poser des questions sur la politique étrangère. Par exemple, sur Donald Trump. On a posé une question sur Donald Trump, sur sa dangerosité, etc. On n'était pas tout à fait d'accord avec le président. Enfin, on n'a pas à être d'accord ou pas d'accord avec le président, d'ailleurs, parce qu'il a sa position et nous ne sommes que, entre guillemets, des journalistes qui sont là pour poser des questions. Mais sur le positionnement, lui a ses limites diplomatiques quand il parle de Donald Trump, et nous, on a toute l'attitude de lui reposer des questions, effectivement, sur ce personnage totalement imprévisible. Alors Anne-Claire Coudray, on va marquer une pause pour aller dans un endroit que vous affectionnez particulièrement. Direction la Bretagne, en Morbihan, et peut-être le coin que vous préférez. C'est chez vous, là où vous aimez vous ressourcer. Sans aucun doute. Vous avez deviné, il s'agit de Locmariaquer. Suivez tout de suite ce reportage signé Claudia Caratori. Locmariaquer, c'est une presqu'île entre golfe et océan. Un village breton traditionnel composé de nombreux monuments mégalithiques. C'est aussi le berceau de l'huître plate. Des pontons ont été aménagés en 2009 en plus des mouillages et permettent aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 450 bateaux. C'est une porte d'entrée du golfe du Morbihan, avec d'un côté vous avez Locmariaquer avec la pointe de Querpenir et la statue de Notre-Dame de Kerdro qui avait été posée en 1963. Et de l'autre côté, vous avez Port-Navalo qui est beaucoup plus touristique, qui est donc sur la commune d'Arzon. Vous avez la plage de Saint-Pierre et celle de Querpenir. Vous avez donc la pointe de Querpenir et vous avez aussi la Maison Rose, qui est un lieu emblématique qui a dû être créé dans le courant du 19e siècle. Anne-Claire Coudray a ses racines familiales à Locmariaquer et vient s'y ressourcer régulièrement, loin de l'agitation parisienne. C'est une enfant de la commune qui est très connue de la population locmariaqueroise, d'ailleurs qui a travaillé dans la boulangerie qui se trouve à proximité, qui a fait des saisons d'été, qui a vécu tous ses étés à Locmariaquer, puisque son papa travaillait donc à Rennes. Et son papa, M. Jean Coudray, est mon premier adjoint déjà depuis un certain temps. Il y a de l'animation à Locmariaquer tous les étés, mais c'est surtout une station familiale. Donc c'est un lieu très agréable, reposant. Disons, c'est l'inverse de Saint-Tropez. Près de 1600 habitants vivent à l'année à Locmariaquer, mais la commune voit sa population multipliée par 10 chaque été, ce qui en fait l'un des joyaux touristiques du Morbihan. Voilà pour ce reportage, Anne-Claire Coudray. C'est un endroit particulier pour vous?
C'est l'endroit où j'ai grandi. C'est-à-dire que je suis née à Rennes, mais je suis arrivée, j'avais quelques mois à Locmariaquer. J'ai grandi à Locmariaquer dans une sorte de sérénité totale qui a fait de mon enfance une sorte de paradis. On montait sur les mégalithes, on se cachait à l'intérieur, on écoutait les touristes, on allait sur la plage, on peignait les galets, on faisait des colliers de coquillages. Enfin, franchement, pour moi, cet endroit-là, c'est vraiment, ce qui a fait de moi quelqu'un d'assez, je pense, serein. Vous n'êtes pas la seule à le dire. Loïc Bayrou, qui est maintenant à France oui, 24. Et qui adore Locmariaquer. Il m'a dit qu'il avait été séduit par Oui. C'est vraiment en termes de paysage, d'une sérénité. J'arrive pas à trouver un autre mot, d'une beauté incroyable, toujours changeante. On a en plus le côté atlantique et le côté golfe. Le golfe, c'est quand même la partie la plus ensoleillée de la Bretagne. C'est un microclimat, qui vous parle. Un microclimat légendaire. Non, mais c'est un endroit où vraiment je me sens extrêmement bien. J'ai encore ma grand-mère, mes parents, mon oncle. Vous y allez souvent ? J'y vais le plus souvent possible et de plus en plus souvent en fait. Et vous restez vraiment Anne-Claire plutôt que la star du 20h de TF1 ? Ah bah oui, en plus plus les gens que je garder les croise... racines. Ah bah non mais alors déjà ça vous empêche de prendre la grosse tête. J'étais pas inquiète parce que je pense que ça aussi ça fait partie de mon caractère breton. Je crois que quand je me demande ce que la Bretagne m'a apporté, il y a le mot humilité qui me vient tout de suite. Et j'y ai réfléchi parce qu'à chaque fois on me pose la question en quoi vous êtes bretonne et je crois que c'est ça, le côté très simple, on ne se prend pas pour qui on n'est pas, voilà, le sens de l'effort et en même temps on a beaucoup d'ambition, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition, mais voilà, donc quand je croise des gens qui m'ont connue toute petite, c'est sûr que ceux qui vous voient, ça me fait tout bizarre et tout de suite on revient au tutoiement très vite. Dans le même temps, il y a une forme de banalisation aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes d'information, de l'information en continu. Oui, mais je crois que les journaux télévisés des deux grandes chaînes TF1 et France 2 restent à part. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours, en tout cas, pas cette fascination, mais cette confiance, le côté très crédible, sacré. Les chaînes d'infos en continu, moi je les regarde toute la journée et je trouve que c'est formidable, ça nous a révolutionné notre rapport à l'actualité. Mais dans un journal télévisé, il y a tellement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des résumés de l'actualité du jour, mais avec un plus, sinon on n'a plus d'intérêt. Et puis il y a cette fenêtre sur le monde. Et quand je dis sur le monde, ça peut être aussi au coin de la rue, c'est des portraits, c'est des sujets sociétaux, c'est pas que de l'actu pure, c'est aussi tout ce qui va nous donner une image du monde qui nous entoure, une petite compréhension, des envies de curiosité. C'est ça le journal télévisé. Donc forcément, la personne qui l'incarne est un peu plus qu'une journaliste d'actu. Comment vous la portez, cette Bretagne en vous, dans votre travail, à Paris, lors des rencontres? Vous en parlez souvent? Vous êtes un peu l'une des ambassadrices? C'est marrant parce qu'on diffuse beaucoup de reportages sur la Bretagne et je ne suis pas fautive de tous ces reportages parce que voilà, les sujets sur la Bretagne, on a des équipes en Bretagne qui proposent aussi beaucoup de choses et il y a beaucoup de centres d'intérêt et de choses dignes d'intérêt en Bretagne. Donc je ne commande pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les sujets sur la Bretagne qu'on diffuse et pourtant il y en a beaucoup. Donc moi, à chaque fois, effectivement, ça résonne en moi. Donc je pense que je les présente plutôt bien. Et puis au quotidien, oui, ça me porte. Déjà parce que c'est la Bretagne qui m'a formée, le Télégramme de Brest. J'étais à l'antenne de Lorient. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à faire mes premières armes de vrai journaliste professionnel. Et puis, je vous dis, ce caractère breton là que j'ai l'impression de porter. Moi, j'ai pas un rapport à la Bretagne politique. J'ai un rapport plutôt viscéral, affectif, culturel. Et donc, cette histoire-là des Bretons qui ont été obligés aussi de partir, ce sens du voyage, de l'effort, vous le disiez, cette humilité, mais en même temps, cette envie de parcourir le monde, le fait de se reconnaître aussi quand on croise un Breton. La diaspora bretonne, c'est un truc incroyable. Et moi qui ai fait du grand reportage, j'ai toujours été assez fascinée par le fait de croiser des Bretons dans des endroits improbables. En Birmanie, quand c'était encore très difficile d'y aller, je croise un Breton qui m'organise tout mon voyage parce qu'il a épousé une Birmane et qu'il a ouvert une agence de voyage. Il y a un réseau breton. Et d'ailleurs, je tiens parce que c'est plus facile pour moi de le dire, de suivre. Et vous suivez sur vos 3 chaînes en région, TBO, TB Sud et TVR, l'excellent magazine, vraiment breton à travers le monde et partout ce qui est
très symptomatique lorsque l'on regarde les grandes compétitions, les JO, les grandes manifestations, c'est ce fameux Gwanadu. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Alors moi, je le souligne à chaque fois pour ma mère. Comme ça, je sais qu'elle me regarde. Mais que ce soit l'Euro de football, que ce soit l'hommage à Johnny Hallyday il y a encore quelques semaines, que ce soit toutes les grandes manifestations, il y a toujours un Gwanadu. Vous avez raison. Anne-Claire Coudray, j'aimerais que l'on termine avec une braise attitude, avec 10 questions. Mais vous laissez parler véritablement votre cœur. Ouais. Ça doit sortir très très vite, vous allez voir. C'est assez simple pour y répondre rapidement. Première question, votre ville préférée en Bretagne? Locmariaquais, hein. J'en vois pas d'autres en fait. Enfin, qui soit à ce point en haut de mon top 10. Et puis Rennes parce que c'est là où je suis née et c'est là où j'ai fait mes études. Donc Rennes, où j'ai vraiment vécu des années d'étudiante formidables. Formidable. Bon, les fameuses soirées du jeudi soir. Exactement. Plat breton préféré? Le phare. Le phare aux pruneaux de ma maman. Vous le savez, la région Bretagne est aujourd'hui la première région en termes de festivals. Ils sont nombreux. Chant de marin de Paimpol, l'Interceltique, les Vieilles Charrues, les transmusicales. Pour vous, lequel est le plus important? L'Interceltique. Déjà parce que depuis que je suis toute petite, je regardais la parade à la télévision et puis que je l'ai couverte en tant que journaliste au Télégramme de Lorient. Donc, mais ne vous privez pas d'aller aux Francopholies. Ah non, mais vous m'avez demandé... C'est le groupe qui l'organise. Vous m'avez demandé... Voilà. Ah, sinon pas dû intervenir. Meilleur souvenir en Bretagne que vous ayez eu? Oh, mais alors, c'est impossible de répondre à cette question. Mon premier Fest-Noz. Mon premier Fest-Noz, ça a été vraiment une claque. C'était à Locoal-Mindon. Ma petite sœur, qui est d'une génération plus bretonnante que la mienne, m'emmène, parce qu'elle faisait partie d'un cercle celtique. Je me retrouve dans une salle des fêtes au milieu de l'hiver. Et j'ai ressenti une sorte de choc viscéralement. Là, je me suis sentie bretonne comme jamais, en fait, avec des tout petits, des vieux, des jeunes, toutes les conditions sociales réunies. Non, c'est mon premier Fest-Noz. Vous allez peut-être vous fâcher avec d'autres artistes, mais celui qui pour vous est votre artiste breton? Dénès Prigent. Mais je l'ai déjà dit tellement de fois que les autres m'en voudront pas. Mais j'ai eu un choc. Je l'ai découvert en fait quand je travaillais encore une fois à Lorient pour le festival Interceltique. Et à ce moment-là, il mixait la musique bretonne, la langue bretonne et la techno. Et j'ai trouvé que c'était une vision très moderne de notre culture et que ça faisait du bien effectivement de s'essayer à cette modernité-là. Et ça matche très bien. Il était avec Soldat Louis, l'un des grands musiciens aussi des dernières victoires de la Bretagne avec le Télégramme, et vous les avez suivis. Vous étiez la marraine. Vous étiez la marraine. Un fait marquant pour vous, un grand fait marquant en Bretagne? La Moco Cadiz. Franchement, ces images-là, parce que c'est un fait d'actualité qui nous rappelle combien c'est fragile, combien c'est terrible quand ça arrive. Dans l'actualité, oui, c'est ça qui nous fait vibrer. Et puis après, il y a toutes les victoires. Si on choisit quelque chose de positif, il y a toutes les victoires des navigateurs bretons. Ça, c'est la route du Rhum va voilà. rythmer. Mais c'est toujours en rapport à la mer, en fait. 2018. Dernière question. Quelle est la personnalité bretonne, selon vous, contemporaine ou non, qui représente pour vous, Anne-Claire Coudray, au mieux cette région Bretagne? Ah là là, ça aussi, c'est difficile. J'ai envie de citer un navigateur. Alors Armel Lecléache, c'est le dernier, mais c'est un peu l'ambassadeur de tous les navigateurs bretons. Moi, ce sont des personnalités qui me fascinent déjà parce que ce sont des aventuriers, il n'y en a plus beaucoup. Et puis parce qu'ils incarnent ça, ils incarnent ce courage breton de prendre la mer. C'est quand même une spécificité non pas française, mais bretonne, la navigation, enfin la course au large. C'est vraiment quelque chose, enfin un domaine dans lequel on a une place à part, nous les Bretons, et c'est pas un hasard. Faut avoir un sacré courage pour se lancer comme ça, risquer sa vie.
aller là où personne ne va. Donc oui, c'est le genre de personnalité bretonne qui me fascine assez, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Anne-Claire Coudray, c'est un grand merci qu'on vous dit, merci, vraiment merci de à l'avoir vous. reçu ici dans votre bureau, Tour TF1. Merci beaucoup pour ce premier rendez-vous de Bretons de Paris de cette année 2018. Passez une excellente année, faites d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous, D'actualité forte, mais voilà, positive aussi, on en a besoin. Positive. Merci à vous Anne-Claire Coudray. Merci Anne-Claire.